Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 144e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je réponds à 5 questions de personnes auditrices que j'ai reçues au cours des derniers mois. Donc la première question vient de Guillaume. Guillaume écrit « Bonjour à toi, j'aurai un petit sujet pour un épisode, de prendre le temps d'expliquer la possibilité de vérifier le permis sur le site de l'AMF. J'ai rien contre les gens qui consultent un conseiller financier, moi je fais affaire avec un planif, mais je comprends pas les gens qui font affaire avec un ou une vendeuse d'assurance pour gérer leur placement. Je pense que les gens ne connaissent pas les différents titres. Si la personne a plus d'un titre, c'est correct, mais des fois, je valide le titre et c'est seulement un vendeur d'assurance, ça me surprend toujours. Donc, je remercie Guillaume pour ta suggestion. Je ne ferai pas un épisode entier sur le sujet, mais je vais répondre à ta question aujourd'hui pour en faire profiter les autres auditeurs. Effectivement, c'est crucial de vérifier le titre des personnes avec qui on travaille sur le site de l'AMF pour s'assurer qu'ils sont bien qualifiés, surtout lorsqu'il s'agit de votre argent. Pour vérifier les qualifs d'un conseiller financier, voici les titres à rechercher. Premier titre, c'est planificateur financier, donc pl.fin. Ce titre-là indique que la personne a suivi une formation complète en planification financière et est autorisée à offrir des conseils dans ce domaine-là. Deuxième titre que vous allez voir, c'est conseiller en sécurité financière, donc CSF. Ça, c'est un titre pour ceux ou celles qui peuvent conseiller sur des produits d'assurance et des placements, mais avec une spécialisation dans la sécurité financière comme les assurances-vie. Ensuite, 3, de CI, conseiller en investissement. Ce titre-là est attribué aux professionnels qui peuvent gérer des portefeuilles d'investissement et donner des conseils sur les placements. Ensuite, gestionnaire de portefeuille, GP, un titre pour ceux qui gèrent activement des portefeuilles d'investissement pour des clients. Et enfin, 5, courtier en valeurs mobilières. Ça, c'est des gens qui sont autorisés à vendre des titres boursiers et à donner des conseils financiers dans le domaine. C'est important de vérifier ça sur le site de l'AMF si le professionnel détient ces titres-là ou s'il est inscrit, en fait, s'il est à jour dans les registres. Ça garantit qu'il va respecter les standards de compétences et d'éthique qui sont requis pour offrir des conseils financiers en toute légalité. Un vendeur d'assurance, bien qu'il puisse avoir une expertise dans la vente de produits d'assurance, n'a généralement pas la formation ou les qualifications nécessaires pour offrir des conseils financiers sur des placements. Des fois, ces gens-là vont travailler avec un planificateur financier, donc ils vont être une équipe, puis c'est bien correct, mais voici quelques raisons, selon moi, pourquoi un vendeur d'assurance n'est peut-être pas le bon titre à faire pour gérer ses placements. D'abord, ils ont une spécialisation, ils ont une formation qui est plutôt limitée, là, parce que leur formation va surtout se concentrer sur la vente de produits comme l'assurance vie, l'assurance invalidité ou l'assurance santé, mais pas nécessairement sur tout ce qui est comprendre et gérer des placements, tout ce qui est un peu plus complexe, comme les actions, obligations, fonds communs de placement. Et souvent, c'est les gens que vous allez croiser quand vous allez aller à la banque, à la caisse en premier ou à la banque, au comptoir. Souvent, ce n'est pas des gens qui ont une spécialisation dans le domaine financier. Deuxième raison, un manque de certification pour les placements. Donc, un vendeur d'assurance va habituellement pas posséder les certifications requises pour donner des conseils en investissement, contrairement aux planificateurs financiers ou justement aux conseillers en investissement qui, eux, passent des examens et suivent des formations spécifiques sur les placements. Et il y a un conflit d'intérêt potentiel. Les gens qui sont davantage axés sur les assurances vont peut-être justement prioriser ce genre de produit-là, ce qui peut créer un conflit d'intérêt s'il est également impliqué dans la gestion des placements parce que ses recommandations pourraient être influencées par des objectifs de vente plutôt que par vos besoins réels. Donc, il pourrait dire peut-être qu'ils vont vous surassurer parce que c'est peut-être plus payant vendre des assurances que de faire du placement. Donc, en résumé, même si ce que tu appelles Guillaume, oui, Guillaume, un vendeur d'assurance, ça peut être un bon professionnel pour tout ce qui touche à l'assurance, mais il n'est peut-être pas toujours qualifié pour gérer des placements financiers à long terme. C'est donc important de vérifier, comme tu dis, le titre et les qualifications de la personne avec qui vous travaillez avant de lui confier entièrement la gestion de vos investissements. Idéalement, on fait affaire avec un planificateur financier indépendant. On ne place pas ces choses dans une caisse ou dans une banque, mais ça, c'est mon opinion bien personnelle. Et après cette réponse-là, j'ai répondu un petit bout à Guillaume.
je me relis, puis je me dis, mon Dieu que c'est compliqué. Tu sais, je vous ai nommé 5 titres, il y en a sûrement d'autres auxquels j'ai pas pensé, que les professionnels du domaine vont m'écrire, que je me suis trompé, j'en ai oublié 2, 3. Je vous en ai nommé 5, puis pour moi, ça se recoupe, là, tu sais, conseiller en investissement, courtier en valeurs mobilières, c'est quoi la réelle différence, là? J'ai pas fait des recherches approfondies, mais pourquoi ils font pas ça simple, là? Tu sais, 3 niveaux. Le niveau 1, tu peux pas donner de conseil en placement, peut-être champ d'assurance. Niveau 2, t'es correct, mais tu peux pas faire de planif ou de gestion active. Niveau 3, tu peux tout faire. Mais il me semble que ça serait un petit peu plus simple, mais bon, comme dans tout ce qui touche les finances, on essaie de rendre ça compliqué pour que tout le monde soit perdu, puis qu'ils se disent, voyons, c'est bien trop compliqué, je vais donner mon argent à quelqu'un pour qu'il gère ça à ma place. Bref, deuxième question. Question d'une personne anonyme. Bonjour, monsieur Finances fondamentales. Tout d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier pour l'éducation que vous nous offrez à travers votre podcast. Je dois avouer que mon conjoint et moi étions assez ignorants en matière de finances. Grâce à vous, j'ai découvert une nouvelle perspective sur la gestion de notre argent. J'ai commencé à écouter votre podcast il y a 2 semaines et j'en suis déjà à l'épisode 30. J'ai hâte à chaque fois que je vais faire du magasinage ou un trajet en voiture pour continuer à vous écouter. Merci pour tout ce que vous faites. Donc, en gros, la personne anonyme me donnait tout son contexte, là, l'âge, 40 ans, son conjoint 41, 2 enfants, 6, 4 ans, des salaires totaux à peu près 245 000 pour la famille au complet, une maison 650 000, ils ont un duplex à Montréal, ils ont un condo qui est loué. Bref, il me donnait la situation, je vous économise ça, puis j'y reviendrai si la question est liée directement à ça. Mais elle me disait, je sais que vous mentionnez souvent l'importance de commencer à investir tôt pour bénéficier du temps. Bien que je comprenne ça à 40 ans, j'ai l'impression d'avoir manqué un peu la cloche. Sa question, pensez-vous que nous pouvons encore faire quelque chose pour rattraper le temps perdu? Je réalise que les FNB peuvent encore être bénéfiques pour nous, mais évidemment moins que si nous avions commencé à investir à 20 ou 30 ans. Est-ce qu'on peut changer quelque chose pour avoir un meilleur impact? Elle a dit qu'avant de découvrir le podcast, elle connaissait même pas les termes FNB ou rendement, qu'il n'y avait aucune stratégie d'investissement. Donc, en 2 semaines, elle a dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour eux, notamment la chance de pouvoir apporter des changements à leur situation. Elle voulait également dire que la femme de ménage allait risquer de ne pas m'aimer parce qu'elle va sûrement réduire certains services comme les femmes de ménage pour optimiser les investissements. Elle dit qu'il y a une personne moins heureuse à cause de moi, mais elle mettait, évidemment, je rigole, c'est ce qu'elle écrivait. Donc, encore une fois, merci, à s'est abonnée, vous faites une différence, bravo, continuez. Donc, je répondais à personne anonyme. Merci pour le soutien comme abonné. C'est vraiment, tu sais, il y avait un long message. J'essaie de vous lire ça vite, puis peut-être ça sort pas bien sur le podcast. Mais c'est vraiment ce genre de témoignages-là là, qui sont ma vraie paye, là, tu sais, qui m'encourage à continuer quand je vois que ça a un impact sur vraiment les habitudes financières de base de certains couples ou de certaines personnes. Donc, j'avais dit que j'avais lu tout le texte, mais que ma réponse allait être courte. Bravo pour tout ça. Tu sais, il y avait vraiment une belle situation financière. Ils ont déjà réussi à mettre un plan en place en 2 semaines, notamment pour rattraper. Ils étaient en retard là, dans les cotisations RE pour les enfants. Donc, je disais que c'était difficile pour moi de tout calculer correctement parce qu'il me manquait des informations sur les actifs et les passifs, notamment les montants de leur hypothèque. Mais si je partais juste de leur placement pour répondre à leurs questions s'ils étaient corrects là, à 40 ans pour commencer. Donc, si je partais des placements qu'ils ont dans le message, donc il y a à peu près 35 000 en REER FTQ, 10 000 en encaisse dans un compte de courtage. Ils ont un fonds de pension de 270 000 plus sont capables de mettre 1 000 par mois pendant 25 ans pour arriver à peu près à 65 ans. Donc, si je mets tout ça ensemble avec des rendements estimés sur 25 ans, ben on arrive à 2,6 millions. Puis ça ne tient même pas compte de la valeur de leur actif immobilier. Ils ont un stationnement, un condo, une maison et du fonds de pension qui va continuer. En fait, il y a un nouvel emploi. Je n'avais pas compté un fonds de pension, mais elle a un nouvel emploi en milieu hospitalier. Donc, j'ai pas tout calculé ça. Donc, je connais pas leur train de vie actuel, mais d'après moi, si la femme de ménage, c'est une dépense qui vous rend heureux, ben ils peuvent se le permettre parce que juste avec des calculs conservateurs, ils arrivaient à 2,6 millions. Donc, ils étaient capables quand même, à partir de 40 ans, de réussir à se construire une retraite qui allait avoir quand même du bon sens. Mais bien sûr, quand on parle de retraite, c'est tout le temps propre à chacun. Donc, la réponse est toujours ça dépend. Mais on se rend compte qu'ils vont quand même avoir une belle liquidité là, pour leurs vieux jours. Question 3, c'est Mario qui dit bonjour, j'espère que ça va bien. Pour une mise en contexte, je suis pas mal fier d'avoir accumulé 100 000 en étant salarié
bien normal, là, dans la classe moyenne depuis 2 semaines. Wow! Alors que je vais avoir 30 ans dans un mois. OK, il a réussi à accumuler 100 000 avant ses 30 ans. Donc, je pensais en 2 semaines, il avait accumulé 100 000 Donc, bref, sans compter l'équité de la maison, bien sûr, donc juste en liquide, là, en liquidité. Il en reste que, il dit qu'il a vraiment commencé à automatiser tout ça et juste s'en intéresser davantage depuis 2 ans en lisant un peu et en écoutant des podcasts comme le mien. Il dit qu'il a toujours fait affaire avec une compagnie, là, j'ai anonymisé la compagnie depuis 18 ans et son rendement moyen depuis le début était de 6 Donc, c'est quand même bien 6 mais depuis 18 ans, les marchés, là, depuis 18 ans, ça nous amène en 2007. Donc, depuis 2008-2009, là, c'est vraiment. Puis on s'entend qu'en 2007, ça ne devait pas être là qu'il y avait la plus grosse partie de son pactole. Donc, vraiment, du 6 en 2008, depuis 2008-2009 jusqu'en 2025, c'est vraiment pas de bon rendement. C'est à peu près 2 fois moins que ce qu'un indice aurait pu faire. Donc, bref, il dit, depuis 2 ans, il y a 2 ans, j'avais confronté mon conseiller pour réduire les frais de gestion puis adopter une nouvelle approche. Il dit qu'il l'a convaincu de rester parce qu'il allait prendre une approche plus à long terme. Il dit qu'entre-temps, il a commencé à placer lui-même de l'argent sur Wealthsimple dans des fonds, dans des FNB indiciels, et il place aussi 10 avec un robot conseiller juste pour tester ça, en plus de 5 d'actions individuelles pour s'amuser. Il dit que depuis 2 ans, il bat son conseiller de 4,5 puis il dit qu'il n'y a pas eu de crash, mais il se sent quand même à l'aise de gérer soi-même ses placements et ses émotions en cas de baisse du marché. Mon Dieu, j'ai de la misère à lire, excusez-moi. Il dit qu'il allait transférer son CELI et son REE de la compagnie que j'ai anonymisée jusqu'à sa plateforme de courtage parce qu'il pense pouvoir faire mieux que son conseiller. Sa question, pour le REE, est-ce que la plateforme de courtage s'occupe automatiquement de communiquer au gouvernement pour avoir 30 de subvention ou il y a des papiers à remplir? Merci, Mario. Donc, ma réponse à Mario, je disais « Salut Mario, c'est sûr que si on compare un rendement sur 2 ans, c'est assez mince comme échantillon pour dire si on est capable de faire mieux ou pas que notre conseiller, mais clairement, si tu suis principalement des FNB indiciels, tu vas faire au moins mieux que 75 à 95 des conseillers selon les différentes statistiques. Par contre, selon ton profil, 6 c'est pas très bon depuis les 12 dernières années en moyenne. Je disais aussi que 10 dans le robot conseiller, là, ça ne servait pas à grand-chose s'il gérait tout le reste, il pouvait le gérer lui-même, mais bref, je disais bravo de prendre en main ses finances et son succès. Pour la question RE, je dis toujours que c'est un peu plus complexe parce qu'il y a 2-3 formulaires de plus à remplir au début pour transférer ou ouvrir un RE par rapport à un CELI, par exemple. Par contre, une fois que le RE est ouvert, c'est aussi simple que les autres comptes à gérer, à part le décaissement là, qu'il faut réfléchir quand même d'avance. Donc, la subvention du gouvernement va être automatiquement déposée dans l'encaisse de ton compte de courtage, un peu comme un dividende. Donc, par exemple, si le gouvernement du Québec doit te donner 550 cette année à cause de tes cotisations RE, bien, quand tu vas te connecter sur ton Wealthsimple, tu vas voir dans ton encaisse, oups, il y a un 500, ben pas oups, youpi, il y a un 550 qui vient d'apparaître que je peux investir dans le RE. Donc, ça se fait vraiment automatiquement. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store.
At Talos, we know cybersecurity can be tough and you can't protect everything, but with Talos, you can secure what matters most. With Talos industry-leading platforms, you can protect critical applications, data, and identities anywhere and at scale with the highest ROI. That's why the most trusted brands and largest banks, retailers, and healthcare companies in the world rely on Talos to protect what matters most: applications, data, and identities. That's Talos, T-H-A-L-E-S. Learn more at talos.com/cyber. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Question 4 de John. John, il me dit, en fait, il me disait pourquoi tu ne parles pas de la mise à part de l'argent en immobilier, donc la MAPA. Puis il m'a envoyé une vidéo YouTube que j'avais déjà écoutée avant pour comprendre c'est quoi. Donc j'ai dit oui, je vais en parler. Et là, je vous en parle aujourd'hui. Donc en gros, c'est quoi la mise à part de l'argent en immobilier? C'est au lieu de recevoir le loyer dans ton compte spécifique pour ça. Donc souvent, les gens qui ont de l'immobilier vont ouvrir un compte qu'ils vont appeler, mettons, immobilier, c'est immeuble 1. Et là, l'argent va aller dans ce compte-là. La mise à part de l'argent, ce qu'elle suggère de faire, c'est d'avoir un compte comme ça, mais juste pour les dépenses. Le loyer, lui, quand il va rentrer, il va servir à payer la maison personnelle. Tu vas donc nourrir ton compte pour payer le loyer avec ta marge hypothécaire. Donc, l'argent va sortir des loyers, va aller dans un compte qui va servir à rembourser ta maison. Ensuite, tu vas emprunter sur ta marge hypothécaire et tu vas envoyer l'argent vers ton compte dépenses. Donc, on va dire que tu reçois 1 000 $ en loyer, tu rembourses ta maison 1 000 $ plus vite. Bien sûr, ça prend les produits hypothécaires pour faire ça. Tu vas dégager 1 000 $ de ta marge hypothécaire, puis on va dire que tu as besoin de 700 $ pour rembourser les dépenses par rapport à tes loyers. Je prends des chiffres là, très ronds là, juste pour comprendre. Donc, tu vas sortir 700 $ de ta marge. Tu vas les envoyer vers ton compte de dépenses et tu vas payer, exemple, ton prêt hypothécaire pour ton immeuble, des réparations et tout ça. Donc, c'est un peu comme la manœuvre de Smith. Tu rembourses ta maison plus vite et tu empruntes pour rendre les intérêts de ta maison déductibles. Et justement, ce qui est avantageux avec le logement par rapport à la manœuvre de Smith, c'est que la manœuvre de Smith, tu peux seulement créditer les frais d'intérêt à la hauteur des revenus que tu as effectués. Donc, tu dois avoir au moins, on va dire en ce moment, peut-être un 4 % de dividende, ce qui n'est pas toujours facile à aller chercher en diversifiant ses placements. Avec le loyer, en immobilier, avec la mise à part de l'argent, ce qui est intéressant, c'est que 100 % de tes dépenses, en fait, de tes frais d'intérêt vont être déductibles parce que tu vas aller chercher en masse de loyer là, pour justifier le crédit d'impôt, la déduction fiscale. En tout cas, bref, j'ai de la misère avec crédit et déduction, là, mais bref, le crédit d'impôt que tu vas recevoir ou la déduction fiscale que tu vas recevoir avec tes frais d'intérêt, tu vas pouvoir les maximiser, tu vas pouvoir déduire entièrement la partie qui est déductible dans tes frais d'intérêt. Donc, tu reçois 1 000 $ de loyer, tu payes ta maison plus vite, tu en ressors 700 $, tu payes tes dépenses d'immobilier avec ça, mais comme pour la manœuvre de Smith, il faut que le trajet soit clair. Il faut que l'argent qui sort de la marge hypothécaire serve uniquement à payer des dépenses qui visent à générer des revenus, dans ce cas-là, les dépenses d'immobilier. Si tu sors 800 $, puis il y a 700 qui va dans ton mobilier, puis tu as 100 $ que tu t'achètes de l'essence pour ton char personnel, bien ça ne marche pas, tu viens de contaminer la mise à part de l'argent. Donc, une fois que la maison va être payée plus rapidement, il y a des exemples là, dans la vidéo, des fois c'est payé en 6 ans au lieu de 25 ans, bien, tu vas rembourser ta marge tout en continuant de payer les dépenses à partir de ta marge. Donc, ton hypothèque normale va continuer de rembourser la marge aussi. Donc, après 6 ans, ta maison est payée, mais tu continues à faire tes cotisations normales pour rembourser la marge sur laquelle tu as emprunté. Ensuite, bien, un coup que tout ça, un coup que tu as rattrapé le retard, bien, tu investis la différence sur les marchés boursiers. Pour un exemple clair, dans l'exemple dans la vidéo, c'est 3 500 de loyer qu'il reçoit, puis ça coûte 2 500 de dépenses, on va dire en hypothèque, là. Donc, c'est vraiment un incontournable si vous avez des immeubles. C'est vraiment une manœuvre de Smith boostée au stéroïde parce que tous les frais d'intérêt, comme j'ai dit, sont assurément déductibles. Donc, dans l'exemple, il y avait 1 000 $ de plus, en fait, qui remboursait la maison
encore plus rapidement parce qu'il y avait 3500 loyers, 2500 d'hypothèques. Donc, bien sûr, c'est un coût à donner parce que vous dépensez pas cet argent-là dans d'autres choses, mais c'est une manœuvre vraiment fiscalement intéressante pour faire fructifier davantage son patrimoine. Donc, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, il y a 2 ans, je crois, j'ai envoyé tout de suite ça à un de mes amis pour qui avait un immeuble pour qu'il mette ça en place avec un professionnel, bien sûr, là, pour bien installer tous les produits hypothécaires, les comptes et tout ça. Mais je vous invite, là, le vidéo, c'est la mise à part de l'argent locatif avec Ryan Lahaye. Donc, mise à part de l'argent locatif avec Ryan Lahaye. Donc, Ryan, espace L-A, espace H-A-Y-E. C'est une vidéo qui explique, là, une vidéo YouTube qui explique à quoi ça peut ressembler, la mise à part de l'argent. Question 5, la dernière pour aujourd'hui de Daphné. Daphné m'écrivait « Bonjour, je ne sais pas si tu peux m'aider avec mes questions. Mon conseiller financier m'a parlé d'un rendez-vous pour discuter d'assurance vie, invalidité, etc. Elle disait qu'elle cherchait un livre du genre « Tout comprendre sur les assurances », mais elle n'a rien trouvé de pertinent, un peu comme s'il n'y avait aucune ressource là-dessus. Elle dit « Je veux pas juste arriver à mon rendez-vous puis rien connaître là-dessus pour ensuite me faire avoir là-dedans parce que je connais pas ça. » On se souvient que les vendeurs d'assurance ont des objectifs de vente à atteindre et étant donné que je connais pas ça, ils pourraient me vendre un peu n'importe quoi. Est-ce que tu as un livre qui te vient en tête pour moi? Un gros merci. Je disais salut Daphné. D'abord, là, ça, je n'y ai pas écrit, mais je le dis aujourd'hui. Je n'avais pas pensé à l'époque quand j'ai répondu à Daphné. Mais les vendeurs d'assurance sont quand même là, doivent quand même respecter un code éthique, là. Sinon, vous pouvez les poursuivre après, puis ils peuvent perdre leur licence, là. Si quelqu'un, mettons que ton besoin d'assurance, c'est 500 000 d'assurance vie, puis il t'en vend pour 1 million, sans aucune raison valable, ben, il n'a pas le droit de faire ça, là. Donc, oui, vous pouvez vous faire avoir un peu, mais pas tant que ça. Puis je pense que, j'ose croire là, que la plupart des courtiers, des conseillers en sécurité financière, sont honnêtes, là, puis vont vous donner un produit qui répond à vos besoins le plus possible. Bref, je suis peut-être naïf. Je pense qu'il y en a qui font pas ça comme il faut non plus, bien sûr, mais je pense qu'il y en a qui le font comme il faut. Bref, je dis à Daphné, je ne connais aucun livre, là, malheureusement. En fait, j'en ai lu aucun qui parlait de ça. J'en ai pas vu non plus. Ma philosophie à moi a toujours été de prendre uniquement ce dont j'ai besoin, pas plus, pas moins. Faut magasiner ses assurances aussi. Donc, ce que je disais, c'est pas de juste voir un conseiller, peut-être en voir 2, 3, puis comparer les produits pour prendre le meilleur. C'est ce que j'ai fait pour le Infinite Banking avec ma plus vieille. Puis bon, tu vas voir ensuite si le courtier change sa position selon les différentes offres que tu as reçues. Sinon, ben, tu prends juste la meilleure. Je disais, en fait, je l'ai invité à écouter l'épisode là, du Libre Podcast. Le podcast a changé de nom. Je pense que c'est rendu Parlons Affaires Podcast. En tout cas, avant, il s'appelait Libre. Le nom de l'épisode, là, si vous pouvez le chercher dans une barre de recherche quelconque, là, c'est l'assurance, : quand, comment et laquelle choisir. Ça a été publié le 14 mars 2023, 2024, je m'en rappelle plus. Mais bref, cet épisode-là disait pas tout, mais j'ai beaucoup appris là, en l'écoutant. Je descendais à Québec, j'écoutais cet épisode-là il y a 2 ans, je pense. Donc, ça doit être en 2023. Anyway, le nom de l'épisode, l'assurance, quand, comment et laquelle choisir, de Libre Podcast, qui est rendu Parlons Affaires Podcast. J'imagine que les anciens épisodes sont encore disponibles. Donc, c'était vraiment un épisode intéressant. Là, il faisait un beau tour d'horizon des différents produits. Et là, Daphné me répondait un gros merci, je vais aller écouter ça. Et j'ai entendu dire qu'on peut s'assurer à peu près partout, alors je vais sûrement magasiner. Elle me disait, sinon, une de mes craintes, c'est de m'assurer avant d'avoir terminé mes études. Donc, elle veut s'assurer avant d'avoir fini ses études. Elle dit un peu comme toi avec l'emploi, tu as plusieurs avantages, notamment des assurances. Alors, je me demande si je ne devrais pas attendre finalement de terminer mes études et de choisir mes assurances selon ce que mon employeur offre. Je disais, ouais, je sais pas si c'est un bon conseil, mais moi, j'attendrais d'avoir un emploi, en effet, pour voir ce qui peut me permettre de compléter le tout. Si tu n'as pas personne qui dépend de toi en ce moment, là, ça peut être bien. En même temps, ça se peut que tu changes d'emploi dans ta carrière. Donc, prendre une assurance invalidité et vie au personnel, ça te permet de la payer moins cher plus que tu es jeune et d'en profiter, peu importe tes décisions futures. Bref, il n'y a pas de réponse claire, là. Le domaine des assurances, c'est vraiment pas un domaine que je connais tant que ça. Les différents professionnels que tu vas rencontrer vont pouvoir te répondre beaucoup mieux que moi. Mais je pense qu'il faut avoir une base qui est indépendante de ce qu'on a à job. Mais ça serait un peu niaiseux de dire, ben mon besoin d'assurance complet, c'est 500 000 en ce moment. Puis je prends pour 500 000, puis là, j'arrive à une job, puis il m'offre 300 000. Fait que je paye un peu dans le vide. Fait que je suis un peu tiraillé, là. Je pense que moi, j'attendrais d'avoir mon emploi, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Fait que
aller chercher une autre opinion que le mien pour ceux qui sont dans cette situation-là. Daphné me répondit « Super, je garde ça en tête et je continue mes recherches à ce niveau-là. Je vais aller, bien sûr, chercher d'autres opinions. Merci pour ton avis. » Puis là, elle me réécrit quelques semaines plus tard « Hey, salut, j'en ai trouvé à ma bibliothèque. » Puis là, j'ai dit « Ah, tant mieux, ça doit être intéressant. » Puis là, elle me dit « Finalement, après quelques semaines, il n'est pas intéressant. » Donc, le livre s'appelait « Mieux comprendre pour être mieux protégé. » C'est un livre de... Il n'y a pas de nom, c'est Desjardins. Je pense que c'est Assurance Vie Desjardins Laurentienne. Donc, mieux comprendre pour être mieux protégé. Elle m'a envoyé ce livre-là. Puis là, après ça, elle me dit, ça semble être en plein ce que je cherchais. 1996, c'est un peu vu, mais bon, c'est peut-être encore pas pire. J'ai dit, ben merci, tu me diras si ça a du sens. Je pourrais aller lire pour le partager. Puis là, elle m'a répondu plusieurs semaines plus tard, pour faire un petit retour sur mon livre, je ne l'ai pas lu au complet parce qu'il y a un langage, une écriture qui est difficile à lire. C'est mélangé à certains endroits. Il n'y a pas d'image ou d'exemple. J'ai décidé de ne pas le terminer, alors je ne le recommande pas vraiment. Donc, vous êtes informés. Si vous avez besoin d'un livre sur les assurances, c'est peut-être pas le bon, même si moi, je ne l'ai pas lu personnellement. Elle me dit en même temps, c'est pas un sujet super intéressant, donc j'imagine que ça joue sur la motivation, mais elle a posé des questions à un membre de sa famille pour les assurances, puis elle va aller voir plusieurs professionnels comme c'était prévu. Un autre suivi, donc Daphné, on a échangé pas mal. Donc, elle me dit, et c'est le dernier échange, elle dit, je voulais faire un suivi sur ma quête d'assurance. Elle dit, j'ai pas écouté ton podcast depuis un petit bout, mais tu m'as clairement apporté quelque chose dans mes finances personnelles. Je voulais te remercier pour la recommandation de l'épisode de podcast libre qui s'appelait L'assurance quand, comment et laquelle choisir. Elle dit, grâce à cet épisode-là, j'ai réalisé qu'on était beaucoup mieux de faire affaire avec un courtier en assurance indépendant plutôt que celui dans une banque qui va probablement vendre un de ses produits et souvent pas le moins cher. Elle dit, j'ai donc quand même un rendez-vous avec un conseiller en assurance chez Desjardins simplement pour m'informer et comprendre un peu plus le principe, mais je garde en tête l'idée de me trouver un courtier en assurance indépendant. Finalement, j'ai aussi trouvé une courtière indépendante en assurance et elle m'a vraiment beaucoup aidé. Elle a répondu à toutes mes questions et de façon vraiment honnête selon mes besoins. Tant mieux, je le sais qu'il y en a beaucoup, des bons professionnels dans le domaine financier et des assurances. Elle continue, elle dit, je me suis pris une assurance temporaire à 25 ans pour conserver mon assurabilité et un montant me permettant de couvrir un prêt hypothécaire futur. Car dans l'épisode de Libre, il a expliqué tellement clairement pourquoi on ne devait jamais prendre l'assurance hypothécaire offerte auprès du prêteur. Puis ça, on a parlé aussi, moi et Simon-Pierre, là, dans le mois passé, dans l'épisode sur justement l'assurance, l'épisode bonus. Elle dit, bref, tout ça grâce à ta superbe recommandation. Je suis infiniment reconnaissante. Merci. Continue ton bon travail. Je disais, bon, bravo pour cette belle étape. C'est un témoignage qui fait chaud au cœur. C'est en plein pour ça que je fais le podcast chaque semaine. Donc, ça fait le tour des questions. Pour aujourd'hui, je pense que j'ai allongé certaines réponses inutilement sur le podcast, mais j'espère que ça vous a quand même guidé un petit peu, surtout pour la dernière question sur les assurances. Je vous invite à écouter l'épisode si vous êtes dans cette situation-là. Moi, c'est vraiment un épisode que j'ai trouvé intéressant. Quand je l'ai écouté, j'ai appris plein de choses sur les assurances. Donc, la semaine prochaine, je vous résume le livre de Nelson Nash, écrit en 2009, la 5e édition du livre Becoming Your Home Banker, donc deviens ton propre banquier. Ça fait du pouce un peu sur celui que j'avais résumé dans les épisodes 68 ou 69 de Pamela Yellen sur le concept d'Infinite Banking. Donc, on en parle encore un petit peu la semaine prochaine sous un angle différent. Ce jeudi, je partage encore l'analyse de 3 actions qui sont sur ma liste de surveillance, dont 2 dans lesquelles je suis investi, soit Mueller Industries, MLI, Alphabet, GOOG pour Google, et NetEase, NTES. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.